continuer à... Et nous allons donc continuer en reprenant maintenant. D'ailleurs, comme vous pouvez le noter, je reprends les cours d'une autre pédiatre qui porte justement sous l'infection urinaire en pédiatrie. Comme ça, vous ne vous sentez pas frustré. Vous avez les mêmes cours que ceux qui sont au Canada. Mais l'essentiel, c'est de comprendre les choses. Et dans les commentaires que moi je vais faire, je vais les faire en fonction de notre milieu aussi, ce qui va vous permettre de mieux retenir les choses. Nous venons de voir très rapidement, on a vu sur les premières diapos de la première leçon les infections urinaires. On a bien compris qu'on a des infections urinaires des voies hautes, des infections urinaires des voies basses. On a vu les facteurs qui favorisent, on a vu aussi les signes cliniques. Et donc maintenant, nous allons voir un peu plus de détails sur ces infections urinaires. Alors, euh, l'objectif, évidemment, c'est de bien revoir les concepts qui concernent l'infection urinaire pour comprendre le diagnostic, le traitement, son évaluation. Généralement, lorsqu'on donne des cours, on ne pense pas à l'évaluation. Ici, par évaluation, ça signifie que nous allons parler aussi de, si vous voulez, de l'éducation thérapeutique. Nous allons impliquer les parents soit dans le diagnostic, soit dans le traitement, soit dans le suivi. N'oubliez pas qu'il s'agit de la pédiatrie. Et donc, c'est important que la maman, surtout, hein, soit partenaire de cette démarche que nous allons faire. Donc, on sait que, voilà, des chiffres, c'est pas seulement européen, mais ça nous concerne aussi, que les infections urinaires sont des pathologies très fréquentes. Vous voyez, à l'âge de 7 ans, vous avez environ 8% des filles et la moitié, on va dire 3% des garçons qui ont déjà fait une infection urinaire. C'est ce que je vous disais au début du secours en disant que ce sont surtout les enfants d'âge préscolaire. On va à l'école à partir de l'âge de 6 ans. Donc, 8% des filles ont déjà fait des infections bactériennes. Et l'infection bactérienne la plus commune, retenez bien cela, advient chez les enfants avant l'âge de 3 mois. Et on voit d'ailleurs que les 5% des nourrissons qui viennent en consultation avec une fièvre, ils ont déjà fait une infection urinaire. Et parfois même, il s'agit des infections urinaires hautes, donc une pyélonéphrite aiguë. C'est grave, hein? 5%, c'est un grand pourcentage. Les nourrissons, je vous rappelle aussi que par définition, un nourrisson, c'est un enfant qui continue à prendre le lait de la maman. Et par définition, le nourrisson, c'est un enfant qui est âgé de moins de 12 mois. Enfin, le maximum, c'est 12 mois. Mais dans notre contexte africain, vu un peu notre culture et tout, on accepte encore que le terme nourrisson concerne un enfant qui a moins de 2 ans. Ça, c'est dans un peu partout. Donc, si je vous donne un exemple, je vous dis un nourrisson tel a présenté de la fièvre, etc. Et que je vous dis que, par contre, je vous donne l'exemple de Chibola qui a 3 ans et demi. Chibola à 3 ans et demi n'est pas un nourrisson. Il faut que les termes en pédiatrie soient respectés. Alors, ces infections urinaires, donc, sont très fréquentes. En Europe, c'est plus ou moins 10% des filles. Que pensez-vous justement de la fréquence des infections urinaires dans notre contexte? Réfléchissez un peu. Quels sont les facteurs qui peuvent, on l'a vu hein, dans la leçon précédente, interférer pour expliquer le nombre d'infections urinaires dans un contexte comme le nôtre? La pauvreté, ça signifie qu'on se lave pas tous les jours, on n'a pas de l'eau courante, on a de l'eau qui stagne, parfois dans un bassin. Or, on a vu que les urines qui stagnent vont favoriser la pullulation des microbes. Donc, toutes ces conditions que vous pouvez mettre en regardant les conditions de vie dans lesquelles nous sommes peuvent expliquer pourquoi, dans notre contexte à nous, nous devons avoir une prévalence d'infections urinaires chez les enfants en âge préscolaire beaucoup plus important que ce qu'on trouve dans les pays européens. Après,
Pourquoi est-ce que c'est important en néphrologie de se pencher sur les infections urinaires? Parce que les infections urinaires, on a vu, elles peuvent être ascendantes, hématogènes, descendantes. Et le long de tout ce parcours, les infections urinaires vont provoquer des lésions sur les tissus. Et donc, ces tissus-là qui seront provoqués par ces infections urinaires, c'est ce qu'on appelle les cicatrices rénales. Le rein, lorsqu'il ne fonctionne pas bien, il va être responsable, par exemple, d'une pathologie dont on parlera. Je vais peut-être vous parler à la fin de l'hypertension artérielle. Euh, Parce que on oublie que l'enfant aussi peut avoir de l'hypertension artérielle. Et donc, les infections urinaires fréquentes peuvent expliquer à la longue qu'un enfant, à l'âge de 12, 14 ans, il soit hyper tendu. Et il faut penser donc à retrouver les signes de l'hypertension que vous avez apprises en médecine, que vous avez appris en médecine interne. Et on peut avoir donc un dysfonctionnement rénal et chez les adultes, évidemment, des répercussions sur, par exemple, la grossesse. Mais ici, il ne s'agit pas de cela puisque nous allons nous arrêter sur la pédiatrie. Alors, vous voyez qu'au nord, on donne par exemple l'analyse des cas. Bon, ça, je vais vous laisser lire. Vous allez faire cet exercice avec vos médecins assistants. Je vous donne juste le cas. C'est pour vous dire, toutes les notions de théorie que nous donnons doivent aboutir chez vous en une acculturation. Vous devez vous approprier ces notions pour que vous puissiez les appliquer sur le terrain dans la réalité. Je vous donne un exemple. C'est le cas. Bon, c'est vu au nord, hein, mais réfléchissez. On va pas discuter sur ça, mais ça peut vous servir comme exercice et comme entraînement aussi pour vous préparer aux examens. À l'urgence, il y a une patiente de 6 ans avec un brûlement mictionnel. Vous avez compris que ce que c'est un brûlement mictionnel. Vous vous rappelez, nous avons vu que lorsque on a une infection urinaire, ce qu'on ressent parfois, c'est la brûlure lors de la miction. L'examen physique de cet enfant est normal. Rappelez-vous bien, c'est un enfant qui a 6 ans. L'analyse d'urine démontrant 5 à 15 globules blancs par champ, les nitrites sont négatifs. On vous pose la question, cette patiente a-t-elle une infection urinaire? Point d'interrogation. Quelles seront vos prescriptions? Vous voyez ça? C'est des choses qu'on pose déjà à des étudiants de médecine comme vous pour que vous puissiez réfléchir. Pas seulement retenir les choses par cœur, mais pouvoir les appliquer. Ici, c'est un exercice très simple. Vous devez faire une synthèse en disant, c'est une fille. Elle a 6 ans. Ça brûle lorsqu'elle fait pipi. L'examen physique est normal. Mais on a fait la tigette des urines ou la bandelette. Dans la bandelette, on trouve qu'il y a quoi? Qu'il y a des globules blancs. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut regarder certaines valeurs. Les nitrites, c'est négatif. Quand les nitrites, c'est négatif, ça signifie que, apparemment, il n'y a pas d'infection bactérienne. C'est pour cela qu'on vous pose cette question. Bon, vous allez prendre ça comme exercice. Voici un autre cas. C'est un patient de 2 mois qui a déjà fait 2 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie un nourrisson. Donc, moi, l'exercice que je vous donnerai, je vous dirai, on a la petite, enfin, le petit KBA, nourrisson qui a déjà fait une infection urinaire dans le passé. Question, s'il est né de Moambui et que c'est Kankou et Ngoï, quel peut être le facteur qui peut expliquer que le petit Kankou, à 2 mois, il vient avec des signes que nous allons voir et dans son histoire, on dit qu'il a déjà fait une infection urinaire dans le passé, il n'a que 2 mois. Réfléchissez. Nous avons vu que dans notre contexte, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à ce que quelqu'un fasse des infections urinaires fréquemment? On a dit qu'il fallait peut-être voir les facteurs de défense. Mwamboui, quand on appelle quelqu'un Mwamboui, ça signifie qu'elle a eu quoi?
Il a eu des jumeaux, Mbouyi et Kankou. Et les jumeaux, généralement, dans une grossesse, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en général un faible poids. Et puis souvent, ces accouchements gémellaires peuvent être déclenchés d'une façon prématurée. Donc, je suppose que Kankou pouvait être de son urine, selon la maman, serait différente. Pourquoi c'est important? Parce que vous devez toujours contribuer avec la maman. Le meilleur médecin du bébé, de l'enfant, c'est la maman. C'est elle qui va dire ses urines ne sentent pas comme d'habitude. Elle sent que il y a une urine, ça sent un peu comme l'ammoniac. Généralement, ça ne sent pas. Ou bien elle va même vous dire que les urines ont changé d'aspect, de couleur. C'est important, hein, c'est des signes que vous devrez retenir et demander parfois chez euh, les, euh, les parents. Alors ici, dans ce cas-ci, l'examen physique du bébé de 2 mois, tout à fait normal. Maintenant, vous faites une bandelette et on vous dit que la bandelette est positive au nitrite. Et on dit, bon, on va faire la culture d'urine par sac. La culture d'urine qu'on avait fait avec un sac, c'est positif. Bon, nous allons revenir dessus. Retenez cet exercice parce que euh, les prochaines diapos, on va revenir dessus. On vous pose la question. Est-ce que ce patient a une infection urinaire? Répondez. Vous allez vous dire, infection urinaire, qu'est-ce qu'on a vu comme critères? Signes, symptômes, euh, SCBU et tout, etc. Et quels seront vos types de prescriptions? On a vu que selon que ce soit des grammes positifs, grammes négatifs, voici quel type d'antibiotique il faut utiliser. Est-ce que c'est une infection compliquée ou simple, etc. Bon, ça va. Donc, ici, il s'agit d'un diagnostic présumé d'infection urinaire qui repose sur une symptomatologie compatible avec une infection urinaire et en général, il faut qu'il y ait une analyse d'urine positive. L'analyse d'urine positive, ça signifie nitrite positif, présence de globules blancs, présence de protéines, présence parfois de globules rouges. L'enfant peut avoir présenté des signes, c'est la fièvre, et puis on verra d'autres signes, signes digestifs, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, etc. Vous vous rappelez tous les symptômes que nous avons vus, hein? Voici donc la présentation clinique. C'est une répétition. Les symptômes généraux, c'est la fièvre. Ah oui. Alors, l'enfant qui fait le nourrisson, hein, parce que là, il s'agit d'un nourrisson de 2 mois, qui fait de la fièvre. Parfois, ce qu'il y a, il est irritable. Vous le prenez, il pleurniche, et puis le maman dit, mais il n'est pas tranquille, hein. Un nourrisson qui est facilement irritable, c'est quelque chose qui le dérange. Je vais déjà vous donner des diagnostics différentiels. Soit la maman ne le change pas assez, il a le pépette rouge, comme il ne sait pas se gratter, il va gigoter, etc. N'oubliez pas ça, hein. L'érythème fessier est un facteur qui explique l'irritabilité d'un bébé, d'un nourrisson. Ou bien encore, il est irritable. Bon, ça arrive parfois lorsqu'il a une infection sévère type méningite, hein. Ça peut être un enfant qui est un peu grincheux, qui n'est pas bien dans sa peau et tout, etc. Pensez à la méningite. Et donc, parmi les symptômes qu'on a lors d'infection urinaire aussi, on a dit la fièvre, l'irritabilité, mais aussi c'est un bébé, par exemple, qui ne grossit pas bien, qui ne prend pas bien le poids et qui a du retard euh, pondéral, justement parce que l'infection urinaire, ça va détourner toute son énergie à lutter contre les microbes, etc. Et donc, il ne grossit pas. Il peut présenter aussi de l'ictère. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a des symptômes généraux. Comme on avait dit tantôt, une infection urinaire, il pouvait avoir des vomissements, il pouvait avoir des douleurs abdominales. Maintenant, ça va changer avec l'âge. Les symptômes maintenant qui sont liés aux voies urinaires. Il peut avoir des douleurs ou brûlures lors de la miction.
la sensation d'urgence, surtout chez les enfants plus grands, papa, pipi, 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 et vous l'amenez au WC, il revient, vous êtes surtout à la messe, hein, vous êtes assis, et puis, alors, les petits garçons, même les petites filles parfois, parce qu'ils sont disciplinés, ils sont à la messe et puis vous voyez, ils commencent à se taper les jambes. Ils commencent à bouger les jambes comme ça, là, etc. Il faut avoir de l'intuition et se dire ça, c'est un signe d'urgence. Ça signifie qu'il sent qu'il doit aller faire pipi et il faut vite lui permettre d'aller faire pipi. La fréquence de mission va être élevée. Parfois, hélas, c'est l'enfant qui a une infection urinaire, il va à l'école, on dit, Kikoyola, il a fait pipi dans la culotte, il a fait pipi dans la culotte. Attention, ce n'est pas nécessairement un enfant énurétique. C'est pour cela, lorsque, je pense avec vous, on a déjà vu la neurologie pédiatrique, lorsqu'on a un enfant énurétique, il faut exclure chez l'enfant énurétique l'existence d'une éventuelle infection urinaire. Parce que ça peut être dû à l'incontinence. L'incontinence, ça signifie qu'il ne sait pas retenir les urines pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il ne contrôle plus ses sphincters à cause de l'infection, soit parce qu'aussi il y a un facteur, c'est ce qu'on appelle le, le reflux vésico-urétral, qui fait que la soupape qui devrait normalement freiner ne fonctionne pas normalement, et alors parfois il peut perdre des urines. Il peut y avoir un changement de l'odeur de l'urine et il peut y avoir les urines qui changent de couleur. Donc, ils peuvent avoir l'hématurie et il peut avoir aussi des douleurs pour la partie haute dans les loges rénales, donc dans la région lombaire. Et c'est ce qu'on recherche avec un signe, hein, je vous avais dit, on frappe. Ça, c'est les lombes. Vous faites comme ceci, poif, et on sursaute. C'est le signe de Giordano positif. Parce que au jury, on a demandé à certains comment on fait le signe de Giordano positif. Ils ne savaient pas le faire. Alors, les douleurs digestives, hein, je vous ai dit, ça peut être douleur abdominale, vomissement, diarrhée. Donc, vous voyez, ça, ce sont des symptômes. C'est tout. C'est des choses essentielles qu'on vient de voir sur les symptômes au cours des infections urinaires. Maintenant, on va faire la démarche sur le diagnostic. Nous avons dit que, en général, on utilise les bandelettes. Les bandelettes, ça c'est juste pour vous rassurer. Il y a des bandelettes qui ont d'autres éléments en plus. Il y a les nitrites, les globules blancs et la présence de bactéries. Ça existe, hein? Mais tout ceci constitue donc les tests que vous pouvez faire. Les nitrites, c'est avec une bandelette. Les globules blancs, vous pouvez les chercher au moyen du microscope. Les bactéries au moyen des bandes de culture. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous avez une lame de culture. Un côté, c'est gram positif, l'autre côté, c'est gram négatif. Et puis, l'estérase leucocytaire, ça, c'est un examen que nous, on ne fait pas, que l'on peut faire. Donc, ce qui signifie aussi quand vous voyez la sensibilité et la spécificité, donc vous voyez que c'est pas hyper sensible, hein, mais enfin, ça vous oriente quand même, hein. Il y a un des examens qui est quand même assez bien sensible, c'est l'estérase leucocytaire, la présence d'une enzyme qui vient des globules rouges, qui sont des globules blancs qui sont détruits dans les urines. Ça signifie qu'il y a eu quand même une infection urinaire. Bon, alors, le diagnostic en général, il faut le confirmer avec une culture d'urine fiable et qui revient positive. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait la culture d'urine pour que ça soit fiable. Et ça, c'est important. Il faut retenir que chez les petits enfants, avant de prélever les urines, on fait la toilette, une toilette ordinaire. N'allez pas frotter, je parle surtout des petites filles au niveau vulvaire et tout pour etc. Non, non. Vous faites une culture, un bain normal, vous le nettoyez pour que les microbes qui sont dans la région périnéaire, vous les éliminez. Et puis nous allons voir maintenant comment faire le prélèvement des urines. Les tout petits, évidemment, il y a plusieurs moyens pour faire le prélèvement des urines chez les tout petits.
Nous allons les énumérer. Peut-être que j'ai des diapos sur ça, mais autrement, écoutez, on va juste voir. Chez les grands enfants, en général, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle le mi-jet. Mi-jet ou mild jet en anglais. Donc, ce sont les urines du milieu. On fait éliminer les premiers jets d'urine et on va récolter les urines du milieu. Quand est-ce qu'il faut faire la récolte des urines? Dans l'après-midi, le soir, le matin. Le meilleur moment pour récolter les urines, pour en faire la culture, c'est le matin parce que le soir, nous dormons, les urines vont rester un peu plus longtemps dans la vessie, nous dormons, et c'est au réveil, et comme c'est resté un peu plus longtemps dans la vessie, les microbes se reproduisent aussi plus facilement puisqu'on dort, les microbes sont contents de se reproduire, et donc le lendemain matin, on élimine les premières gouttes et les autres gouttes qui viennent du milieu, c'est ce qu'il faut prélever. Comme ça, on aura éliminé les gouttes qui sont dues les microbes qui sont dus à la pollution autour. Par exemple, un enfant qui n'est pas circoncis, donc les premières urines vont éliminer les saletés qui sont au niveau du prépuce, hein. Ça va être éliminé et les urines du milieu seront celles qui sont les meilleures à prélever. Alors, chez les tout petits enfants ou bien un enfant qui ne contrôle pas, qui est incontinent et qui ne sait pas donc donner les urines, comment est-ce qu'on peut faire? Chez les bébés, chez certains bébés, on fait ce qu'on appelle la ponction suspubienne. Il faut juste identifier l'os pubien et palper, parfois, vous pouvez être capable de palper un globe vésical si les urines sont pleines. Sinon, lors de la percussion, vous allez sentir la matité qui change et vous délimitez la zone où il y a la vessie et vous pouvez piquer. C'est ce qu'on fait, c'est une ponction suspubienne. Au-dessus de l'os pubien, vous piquez pour retirer de l'urine d'une façon stérile. Ça se fait encore, hein. Ça se fait encore. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas. Bon, mais il n'y a pas de gros risques, disons, puisque les vaisseaux sont plutôt du côté euh, latéral. Mais ici, au milieu, en suspubienne, là, quand vous piquez, vous n'avez pas des gros vaisseaux qui courent là, et donc vous êtes dans la vessie. Mais il faut que la vessie ait quand même des urines, hein. Sinon, aussi, ce qu'on fait, c'est le cathéter. Le cathéter, il faut savoir quel numéro, l'introduire par la voie urétrale, hein, chez le garçon, chez le petit garçon, mais il faut savoir l'introduire. Et le cathéter, généralement, chez les grands enfants, il se termine avec un ballonnet, un petit ballon, de sorte que quand ça arrive dans la vessie, vous gonflez le ballon et comme ça, le cathéter reste solidement fixé. Bon, moi j'ai vu que parfois on prend, c'est un peu dégoûtant ce que je vais dire, mais ça m'arrange pas du tout. On prend les sondes de gavage, on passe, etc. Non, il faut faire attention parce que vous pouvez perforer la vessie. Et donc, il faut vraiment prendre le matériel adapté pour faire le cathétérisme urétral. Parce que sinon, d'abord aussi, ça traumatise, hein. Même chez les adultes, lorsqu'on vous passe ça, c'est quand même pas agréable. Donc voilà, ça c'est une possibilité pour récolter les urines fiables pour pouvoir faire la culture. Sinon, vous allez prendre des urines à la moitié du jet. Alors maintenant, il y a aussi des moyens où on utilise ce qu'on appelle des sacs collecteurs. Les sacs collecteurs, il y a des sacs pour bébés qui ont la forme, surtout les bébés, hein, oui. Ça, il faut en avoir et comme ça, vous les voyez. Il faut les mettre autour de la région vulvaire. Bien, si c'est un petit bébé, le pénis entre dans le sac mais les sacs de récolte des urines, le désavantage, c'est que on ne conseille pas de les garder pendant plus de 2, 3 heures. Au nord, vous le mettez, 1 heure après, vous l'enlevez. S'il n'a pas fait pipi, vous l'enlevez, vous jetez, vous mettez un autre sac. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir l'astuce. Moi, généralement, de mon expérience, les bébés, si vous voulez récolter des urines, souvent c'est le matin. Soit la maman sait que quand je vais lui donner le bain, il va faire pipi. Et nous, les pédiatres, on sait que quand la maman amène le bébé pour l'examiner à l'hôpital,
C'est à ce moment-là où on enlève les langes, le pampers, qui va faire pipi, surtout les petits garçons. Tchouf! Et parfois, ça va dans les yeux, ça va dans la bouche du médecin et tout, etc. Donc, il faut savoir tout cela. Et si vous savez qu'il va faire pipi, bon, et puis vous mettez un petit pot, vous récoltez les urines, hein, parce que c'est pas toujours facile de savoir récolter les urines chez les tout petits, hein. Donc, les sacs collecteurs des urines, on les conserve pas, on les garde pas longtemps. Donc, 1 heure, on va dire 3 heures au maximum parce que les microbes vont entrer dedans et vous aurez alors des urines positives. Il y aura des infections, mais qui ne répondent pas à la réalité parce que ce sont des germes de pollution. Et alors, il y a aussi un autre moyen, chez les petits garçons, il y a ce qu'on appelle les péniflots. Les péniflots, ce sont des petits sacs collecteurs. Chez les adultes, il y en a beaucoup plus. Chez les petits, des péniflots pédiatriques, je n'en ai pas vu tellement. Mais bah, écoutez, c'est un espèce de gant, hein, un espèce de condom à l'extrémité duquel il y a un truc, un tube qui continue et que vous allez mettre dans le sachet de collecte des urines. Voilà. C'est un moyen pour collecter les urines. Donc, c'est important. Il faut retenir que si le sac de collecte des urines, il est pollué, j'aurai des euh, et- des fausses cultures des examens des urines. Et c'est pour cela que parfois, le diagnostic de l'anémie, de l'infection urinaire n'est pas correct. Donc, il faut retenir qu'il y ait des symptômes et une culture qui doit être positive et qui va mener au diagnostic, sauf dans quelques cas exceptionnels. On peut avoir des cas où vous avez des symptômes sans la culture d'urine positive. C'est parce qu'il y a une vulvite, urétrite chimique, infection urinaire virale. Vous vous rappelez, je vous ai dit que il y a plusieurs causes, infection urinaire virale. Moi, j'ai eu même chez des patients drépanocytaires, des infections urinaires virales, parce que d'ailleurs, il était parti en Belgique pour ça, on ne comprenait pas, et, et qui étaient même, si vous voulez, hémorragiques. Donc, c'est pour vous dire, c'est des choses qui peuvent arriver. Une vulvite, ça signifie elle se gratte tout le temps au niveau de la vulve et tout, etc. Après, vous pouvez avoir des urines positives, mais le patient n'a pas de symptômes. C'est une contamination, n'oubliez pas. Ou encore, on peut avoir ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique. Alors ici, je vous ajoute une autre notion que vous ne trouvez peut-être pas dans les livres, c'est que lorsque vous avez ce qu'on appelle une pyurie, donc des urines blanchâtres, c'est plein de pus et que la culture est négative, retenez cela, hein, parce que ça sera une question d'examen, hein, et même au jury, je vous la demanderai. La culture est négative, il faut penser à quoi dans notre contexte? À la tuberculose. La tuberculose urinaire, donc ça signifie qui touche les reins, et parce que oui, il y a des gens qui font une tuberculose rénale et il y aura une présence importante de globules blancs dans les urines. Vous faites la culture des urines, ça ne pousse pas parce que ça, c'est provoqué par le bacille de Koch. Le bacille de Koch ne pousse pas dans les milieux ordinaires que nous utilisons pour faire la culture des urines. Retenez cela, ça arrive chez les petits-enfants comme chez les adultes. Donc, une pyurie avec culture négative. Pyurie, ça signifie plein de globules blancs. C'est ce qui constitue le pus dans les urines. Mais la culture est négative. Il ne faut pas oublier de rechercher la tuberculose. Voilà. Pour ce qui concerne la culture des urines, vous voyez ici hein, l'expérience au nord, lorsqu'ils utilisent la fonction suspubienne. Oui, lorsque vous recherchez les colonies, en général, c'est le pourcentage. Je vous avais dit tantôt, quand vous avez plus de 10 exposant 5 colonies, c'est sûr que c'est positif. C'est sensible. Donc, la fonction suspubienne est meilleure. Elle est beaucoup plus sensible que le cathétérisme. Pour le cathétérisme, il faut avoir une valeur de 10 supérieure
à 8 bacilles par litre. Bon, voilà, ça, ce sont juste des données en plus qui vous permettent de voir aussi la différence entre la récolte chez un petit garçon et la récolte chez une petite fille. Chez les petits garçons, vous retenez que c'est positif lorsque vous avez plus de 10 exposants 8 bactéries par litre. Et par contre, chez la petite fille, dès que vous avez euh, 10 exposants 10 exposants 8 bacilles par litre, fois 3, donc il y en a beaucoup plus. La probabilité que ce soit une infection urinaire est beaucoup plus grande. Bon, ce sont des petits détails, ça sera bien pour votre culture. Alors, on a vu que l'infection urinaire peut avoir un impact soit par la voie ascendante, hématogène, ou encore descendante. Et c'est pour cela, lorsqu'un enfant, un patient fait tout le temps des infections urinaires, en dehors de, voici les examens que nous sommes censés demander. Un, on va demander un hémogramme. Pourquoi l'hémogramme? Parce que l'hémogramme va me montrer la situation de ces globules blancs, enfin, du sang. Je peux avoir les globules blancs qui sont augmentés. L'hémogramme va me permettre de voir la formule. Je vais voir dans la formule que c'est une formule neutrophilique. Ce sont surtout les neutrophiles qui ont augmenté. Deux, je fais l'examen des urines. Quel examen? La bandelette urinaire. C'est ce que les CBU. Donc, j'ai fait la bandelette urinaire. Je peux faire aussi l'examen microscopique des urines dans un bon laboratoire. Et enfin, je fais la culture des urines. Et après avoir fait ça, ça va m'orienter, une infection de voie urinaire basse, haute et tout, etc. On recourt aussi à l'imagerie. Et dans l'imagerie, une des approches la plus facile, la plus accessible, c'est l'échographie. L'échographie, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre smartphone, vous achetez juste la sonde de l'échographie, la sonde de l'échographie qui s'adapte au smartphone et ça vous permet de pouvoir avoir plusieurs informations. Je vous encourage vraiment, dans les hôpitaux, vous aurez à travailler, qu'il y ait un appareil d'échographie. L'appareil d'échographie vous sera utile pour beaucoup de choses, pas seulement pour les infections urinaires, mais pour beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, la sonde de l'échographie, c'est comme un peu le stéthoscope. Le stéthoscope, vous l'avez pour écouter les poumons, le cœur, le battement fœtal, les souffles dans les vaisseaux, etc. Eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir un appareil d'échographie. Alors, avec l'échographie, qu'est-ce que nous allons examiner? Nous allons rechercher d'abord les reins. Avec les reins, bon, je ne veux pas. Ouais. Au niveau des reins, puisqu'on a vu que c'est la centrale d'épuration. Vous vous rappelez, on a vu qu'on a une partie qu'on appelle la partie corticale et une partie claire qu'on appelle médulaire. À l'échographie, la partie corticale apparaît beaucoup plus foncée que la partie médulaire du rein. En regardant donc ça, c'est avec l'expérience, vous allez voir ce qu'on appelle l'échogénicité du rein. L'échogénicité, ça signifie la couleur que les ondes donnent sur le rein. Alors, le rein, la partie corticale, peut perdre de sa couleur noire et devient alors hyper-échogène. C'est ce qu'on appelle l'hyperéchogénicité. Ça signifie que ce rein-là, cette partie-là, a commencé à souffrir. Il y a une souffrance du tissu rénal et il devient clair. Et en général, c'est dans le syndrome néphrotique que l'on voit des reins qui deviennent aussi, à la longue, qui deviennent des reins blancs. Ce qu'on dit un rein blanc. Voilà. Sinon, vous pouvez voir aussi des zones hypochoïques. Des zones hypochoïques, par exemple, ça signifie des zones où il y a eu des cellules qui sont mortes, il y a même de l'eau dedans. Il peut y avoir des abcès. L'échographie, c'est vraiment important. L'échographie peut vous voir aussi, peut vous permettre aussi plus que de l'urine. L'urine va apparaître noire. Donc, la présence de l'urine va apparaître, c'est du liquide, hein, plus ou moins noirâtre à l'échographie. Mais vous pouvez voir à l'intérieur des débris
des histoires qui sont dedans. Et c'est pour cela que vous allez avoir l'échographie pour examiner les voies urinaires hautes, donc les reins et les urétères, et aussi les voies urinaires basses, la vessie. En voyant la vessie, il va faire un peu plus de lumière. Donc, il faudrait voir aussi la, la vessie, hein. Et dans la vessie, vous pouvez, c'est noir parce qu'il y a du liquide. Il faut évidemment qu'il y ait des urines dans la vessie, hein. Comme vous voyez donc dans la vessie des petits points blanchâtres, aussi ce qu'on appelle des débris échoïques, qui peuvent être l'expression de pus qu'il y a dans les urines. Alors, on fait au nord, ils font la scintigraphie, mais ça, je ne vous en parle pas. Scintigraphie rénale, oui. Je vous fais savoir qu'aux cliniques universitaires de Kinshasa, maintenant, on a repris aussi une unité de médecine nucléaire et qui peut faire la scintigraphie. C'est intéressant parce que la scintigraphie va vous montrer comment sont les tissus du rein, comment fonctionne le rein. Mais sinon, on va faire aussi ce qu'on appelle l'urographie. L'urographie, ça signifie qu'on va mettre un produit de contraste, hein. Il y a plusieurs façons de le faire. L'urographie ascendante, on injecte, ou bien encore on donne par les voies veineuse et le produit de contraste va colorer les urines et l'urologue va voir comment ça se comporte au au niveau de l'imagerie. On fait aussi l'urétrocystoscopie parce que maintenant ce sont des techniques qui existent hein, avec un c'est un petit appareil urétrocystographe. On fait en fait une endoscopie urinaire, si vous voulez, entre guillemets. Retenez cela, hein, parce que ce sont des approches qui existent maintenant et donc il faut en parler, hein. On entre par, comme on a dit, hein, vous mettez un cathéter, ben là, vous mettez un espèce de cathéter qui a une lentille à l'extrémité et qui va aller donc filmer pour voir l'intérieur de la vessie. Et tout le long, ça peut vous donner des images en disant on a vu une masse, on a vu un polype vésical, ou on a vu, je ne sais pas quoi, un épithélium qui est fissuré, qui est lésé. Voilà. Après, il faut faire le traitement. En général, en médecine, surtout pour cette catégorie de patients que nous avons vus, préscolaires, les signes cliniques, bandelettes et tout. Dès que vous avez une suspicion d'avoir une infection urinaire, c'est mieux de traiter, de commencer le traitement. Il faut commencer le traitement le plus tôt possible pour éviter justement qu'il y ait des cicatrices sur le rein, parce que les cicatrices vont être néfastes. Ce sont ces cicatrices, rappelez-vous, je vous ai dit que les cicatrices, les lésions rénales peuvent être responsables de l'hypertension. Nous verrons plus tard hein, justement les autres complications liées à ces infections urinaires qui sont graves et même sévères. Et même au-delà du système urinaire, on pourrait avoir des complications qui vont sur d'autres organes. Alors, le traitement va varier généralement selon l'âge du patient. On connaît plus ou moins que chez les petites filles, c'est l'Escherichia coli qui est l'agent responsable des infections urinaires le plus souvent, 75%. Et puis, si vous allez chez le diabétique qui a fait des examens, des infections à répétition, là, vous allez trouver d'autres gènes, d'autres germes que l'Escherichia coli. Vous allez trouver le pseudomonas, vous allez trouver parfois des staphylocoques et tout, enfin, etc. Donc, cela va dépendre. Alors, le traitement va dépendre aussi si le patient présente des douleurs à la loge rénale, vous pensez alors à une pyélonéphrite, hein, et donc ça signifie infection de voie haute et Giordano positif. Par contre, si c'est la cystite, en général, vous n'avez pas ce problème de Giordano, donc vous pensez à une infection des voies basses. Alors, comment est-ce qu'on soigne la cystite? La cystique, la cystite, généralement, c'est une antibiothérapie probabilistique ou empirique, selon les résistances habituelles au laboratoire. Moi, sincèrement, je ne connais pas la situation des résistances des bactéries
dans nos laboratoires, je parle même de Kinshasa, hein, je ne connais pas. Parce que d'abord, on fait très peu de cultures, on a très peu de cultures qui sont réellement positives, hein. Et donc, on a un peu difficile à dire, est-ce que j'utilise l'augmentin? Est-ce que j'utilise tel? Bon, de toute façon, voici les antibiotiques qui ont un large spectre d'action. Ce sont les amoxicillines, euh, la céphalexine, nitrofurantoïne, le Bactrim, etc. Et donc, vous allez choisir un antibiotique définitif après, quand le laboratoire vous dit, ah, il est sensible au Bactrim. Alors là, vous gardez seulement le Bactrim, vous ne donnez plus les autres et vous faites un traitement minimum 5 jours. Une infection urinaire, ça se soigne minimum 5 jours. Mais je vous conseille de retenir que c'est pendant une semaine. Maintenant, lorsque j'ai des douleurs au niveau lombaire, ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle la pyélonéphrite aiguë, qui s'écrit parfois en sigle PNA, pyélonéphrite aiguë. Dans ce cas-là, ça signifie que le pus, nous l'avons dans les voies supérieures hautes. Ça signifie que c'est le rein. D'ailleurs, à l'échographie, je peux voir, vous vous rappelez qu'on a dit qu'à l'échographie, vous avez le cortex, et puis vous avez la partie médulaire, et puis vous avez le bassinet où les urines commencent à se récolter. Vous pouvez avoir au niveau des bassinets une dilatation des bassinets. Donc, il y a une dilatation parce qu'il y a des cicatrices dans la voie euh, urétérale, hein. Et donc, le liquide commence à stagner et les urétères se dilatent. Et vous pouvez trouver aussi au niveau du bassinet que le bassinet, c'est les bassins, les bassinets sont dilatés. Alors, ça, ce sont des signes de pyélonéphrite ou parfois vous trouvez des débris dedans ou bien même vraiment des signes d'abcès au niveau du rein. C'est la pyélonéphrite aiguë. Alors là, vraiment abcédé parfois. Et le choix, alors, le principe, c'est que quand il s'agit des infections hautes, une pyélonéphrite, le traitement, c'est par voie IV. Pas donner des petits médicaments par la bouche, etc. Non, par la voie IV, parce que la pyélonéphrite aiguë est une infection grave, sévère. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut hospitaliser le malade. Nous reviendrons dessus. Quand il s'agit d'une infection urinaire simple et tout, symptômes, mais il n'y a pas de gravité, traitement à domicile, mais vous dites, contrôle madame dans une semaine, vous revenez, on refait l'examen des urines et vous vérifiez, vous envoyez au laboratoire, etc., parce qu'il peut y avoir de la résistance. Le traitement, en général, donc, c'est par la voie IV. Moi, mon principe, la première semaine, au moins les 5 premiers jours, c'est en hospitalisation par la voie IV. Lorsqu'il sort, il va continuer avec ses médicaments en péros, en dehors. Et la pyélonéphrite, ce n'est pas une semaine, c'est au moins 2 semaines de traitement avec ces antibiotiques. Donc, on a commencé par la voie IV. On a continué à la maison par la voie orale. On revient, on fait un contrôle et on mettra un programme pour des contrôles à l'échographie parce que la pyélonéphrite est une infection sévère, grave. Alors bon, vous allez voir un peu dans la littérature, il y a pas mal d'études qui montrent le schéma qu'il faut suivre pour le traitement de la pyélonéphrite. Donc ici, c'est un schéma hein, qui vous permet. Je vous laisse toutes ces diapos-là parce que ça va vous permettre de dire, bon, il a commencé avec une infection, avec un traitement par la voie IV et puis après, il a pris le relais avec des médicaments en péros parce que parfois les parents disent, nous, on ne veut pas être hospitalisés et tout. Mais surtout si vous avez déjà reçu l'antibiogramme précis qui vous dit c'est sensible à la furantoïne, par exemple, ben à ce moment-là, oui, vous dites bon. Ou bien au Bactrim, vous dites bon, ça marche avec le Bactrim, l'absorption est bonne et tout. À ce moment-là, vous donnez le traitement avec le Bactrim. Vous voyez, la durée totale en général, minimum 10 jours. Moi, par prudence, dans notre contexte, c'est 15 jours, 2 semaines. Voilà. Et après,
il faut réévaluer le patient hein, en externe. Alors ici, c'est juste un schéma. On va clôturer plus ou moins avec ça, puisque ça fera déjà maintenant encore une autre heure. Juste pour vous montrer le protocole de certaines institutions européennes, il s'agit donc de l'infection urinaire avec de la fièvre. Le malade, soit il est hospitalisé, soit il est à l'hôpital du jour, soit vous le soignez à la maison en ambulatoire. Quand est-ce qu'il faut hospitaliser? Tous les bébés, tous les nouveau-nés, si c'est une infection urinaire chez le nouveau-né, parce que chez le nouveau-né, ça va être cause d'une septicémie. Chez le nouveau-né, chez le prématuré, il faut le garder en hospitalisation et commencer le traitement en hospitalisation. Aussi parce que chez eux, il va vomir, donc il va être déshydraté, il va être toxique, ça sera un sepsis qui va se greffer dessus, il va faire facilement une insuffisance rénale. Et donc, le suivi en ambulatoire, il est vraiment difficile. Voilà. Par contre, quand vous l'avez à l'hôpital du jour, c'est un enfant de 2 à 5 mois. Bon, il a des vomissements qui ne sont pas très fréquents, il est un peu déshydraté. Vous craignez qu'il y ait une récidive des infections urinaires parce que ça fait 2 mois, il était venu, il est rentré et tout, etc. Bon, vous avez un doute si la maman observe les règles, vous lui dites, bon, écoutez, vous venez chaque fois à l'hôpital du jour et l'après-midi, le soir, vous rentrez chez vous. Ça aussi, c'est une bonne formule parce que le coût de l'hospitalisation n'est pas important et les parents peuvent accepter. Hein, et dire, bon, il est venu à l'hôpital du jour, il a reçu ses produits en IV et puis après, il rentre. Sinon, les autres cas, les enfants qui ont plus que 6 mois, c'est ceux-là que vous pouvez soigner en ambulatoire. Mais malgré cela, il faut vous rassurer que vous allez faire le suivre et le revoir pour un contrôle. Maintenant, je vous disais, ce qu'il faut faire aussi, c'est s'assurer du suivi. Et le suivi, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'éducation thérapeutique de la famille, de la maman ou des parents. Alors, vous d'abord, vous devez savoir interroger la maman, combien de fois il urine. Est-ce que quand il doit faire pipi, il court et puis il mouille tout le temps sa culotte et tout, etc. Parce que ça peut vous permettre de dire il y a ce qu'on appelle une dysfonction vésicale. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il faut parfois faire ce qu'on appelle l'urocystographie pour regarder si les valves qui permettent de régler de bloquer le flux d'urine fonctionne bien ou pas, etc. S'il y a un reflux vésico-urétéral ou pas, etc. Alors, il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'on peut avoir des infections fréquentes. Vous vous rappelez quand je vous ai donné les premières notions, je vous ai dit chez la femme, on a l'utérus qui peut comprimer sur la vessie et qui peut déranger. Eh ben, lorsque derrière la vessie, chez tout le monde, vous avez le rectum. Lorsque dans le rectum, il y a une masse de sel qui augmente, donc la constipation, n'oubliez pas ça, est un facteur qui favorise les infections urinaires. Pourquoi? La vessie est là devant, le rectum est ici derrière. Si le rectum augmente de dimension parce qu'il y a du caca qui n'est pas sorti et qui se bloque là-dedans, ça va comprimer la vessie, ça va comprimer la vessie et donc on aura facilement une diminution d'abord du volume de la vessie, l'irritation sur les muscles détruseurs de la vessie, etc. Et donc, on a facilement aussi une infection urinaire. C'est pour ça qu'il faut interroger la maman en disant, est-ce que votre enfant est constipé? Oui, 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 il va à la toilette seulement une fois par semaine. Ah oui. Ça signifie aussi lorsque vous avez un enfant qui vient en consultation pour cause de consultation, de constipation, recherchez aussi une infection urinaire. Donc ça, c'est les choses que vous allez faire. Vous allez vérifier combien de fois il urine. Vous allez examiner l'enfant. Et puis, n'oubliez pas, vous allez faire un toucher rectal. Ça, c'est une démarche importante. Et alors, comme on a dit qu'il y a des anomalies, des malformations qui expliquent la fréquence élevée
des infections urinaires. En voici quelques illustrations. La fusion labiale, ces petites filles, les petites lèvres, les grandes lèvres ne se sont pas séparées. Elles sont parfois cousues, quoi. Elles ne se sont pas séparées, donc. Et donc, il y aura une rétention des urines. La fusion labiale, c'est l'équivalent, si vous voulez, c'est une obstruction des voies urinaires externes, hein. C'est l'équivalent du phimosis dont je vous ai parlé, parce que les prépuces, il est serré à l'extrémité et donc les urines ne sortent pas facilement. Alors, il y a aussi des situations où on a ce qu'on appelle la vessie neurogène. Ça, vous allez les voir chez les enfants qui sont souvent dans les internats ou bien qui sont des neuropathes, on va dire comme ça. Les, euh, les enfants qui ont un retard psychomoteur et tout, ou bien des enfants qui ont eu des accidents et donc et ça parce que c'est une vessie neurogène. La vessie neurogène, c'est une vessie qui peut être fortement contractée, donc elle ne sait pas retenir longtemps les urines et puis donc elle ne fonctionne pas normalement et on a facilement donc des infections urinaires sur cela. Bon, avec les adolescentes, n'oubliez pas de poser des questions concernant les activités sexuelles. Enfin, il faut vérifier la présence d'anomalies anatomiques, hein, comme je vous ai dit, en recherchant par exemple le reflux vésico-urétéral, hein, ça c'est au moyen d'une urographie. Les obstructions, comme je vous ai dit tantôt, on peut avoir des valves de l'urètre postérieur. Ça se voit parfois à l'échographie parce que vous allez avoir une, on va dire, un globe vésical. C'est parce que justement les urines ne savent pas passer. Ça va rester longtemps. Vous allez avoir les urétères qui sont dilatés ou bien des expansions au niveau de l'urétère qu'on appelle les utérocèles, etc. Donc, ce sont toutes des anomalies qu'il faut savoir rechercher. C'est pour cela que devant les infections urinaires, faire l'échographie, c'est indispensable, c'est important. C'est un bon test qu'il faut réaliser pour voir les reins, pour voir les voies émontrices de- des, euh, des urines et pour voir la vessie. La cystographie mictionnelle, bon, il me semble que dans certains milieux, on la fait plus tellement. C'est pour rechercher le reflux vésico-urétéral et ça permet aussi de bien visualiser la vessie. Bon, c'est pratiquement le seul test pour éliminer les valves de l'urètre postérieur, même si à mon avis, moi j'ai déjà vu des valves de l'urètre postérieur qu'on a identifiées grâce à l'échographie. Alors, bon, voilà, l'abdomen à blanc, oui, bon, ça peut se faire aussi, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est la cystographie chez les petits-enfants ou bien l'échographie, ça, c'est indispensable. Vous avez d'autres atypies, bon, voilà, parfois ça arrive, hein, ça arrive, oui. C'est important, ça. Soit vous avez parfois une masse abdominale. N'oubliez pas qu'on a dit que tout ce qui va contribuer à ralentir les flux des urines peut contribuer. Or, si j'ai une tumeur à côté du rein, surrénale qui comprime, ça peut être une masse abdominale. Et puis, on va identifier comme premier signe des infections urinaires. Le mauvais jet urinaire. Normalement, les petits, ils urinent et le jet doit être assez bon. Quand le jet n'est pas fort et que le jet tombe comme ça à côté, c'est un des signes des valves de l'urètre postérieur. Et donc, un jet urinaire, normalement, doit partir à une certaine distance. Lorsqu'il va très loin, ça signifie qu'il y a une sténose. En fait, c'est comme un tuyau euh, d'arrosage. Si vous comprimez un peu, le jet va loin. Mais si vous comprimez très fortement, le jet, il sort à peine, ce sont des gouttes à gouttes. La façon dont les urines sortent, cela oriente le clinicien. Parmi les autres examens, il faut faire bien sûr la fonction rénale, donc l'urée et la créatinine. Et puis, bon, lorsque vous avez une masse abdominale, un jet urinaire qui n'est pas normal et de la fièvre qui persiste malgré une antibiothérapie bien conduite qui a duré plus de 72 heures, bon, il faut faire des explorations. Voilà.
On va dire, bon, il faut retenir aussi que chez les petits enfants de 2 à 6 mois, c'est là qu'il y a des infections urinaires qui sont répétées. Il faut savoir explorer davantage, rechercher justement les anomalies congénitales, les troubles de reflux vésico-urétéral et tout, etc. Surtout chez les tout petits et le tout petit qui peut téter, puis il arrête, et puis il ne grossit pas, il ne grandit pas bien, ça, il faut nécessairement explorer davantage. L'éducation thérapeutique, hein, c'est ce que je vous avais dit, il faut enseigner aux parents les symptômes des infections urinaires pour qu'ils apprennent à les identifier, pour qu'ils apprennent à consulter le plus tôt que possible dès qu'il y a un petit problème. Vous vous rappelez que j'avais dit que lorsque les reins sont touchés, on a un risque aussi chez les petits enfants d'avoir l'hypertension artérielle. Et donc, quand vous avez des petits patients qui ont été souvent traités pour infection urinaire à répétition, il faut savoir prendre la tension artérielle. Voilà. Donc là, on va arrêter bientôt. Si vous permettez, on va poursuivre un peu au-delà. J'ai l'habitude d'arrêter après 50 minutes, mais je vais poursuivre parce que je voudrais terminer avec d'autres infections qui sont fréquentes en pédiatrie. Ça sera juste 3 ou 4 diapos et nous allons terminer ce cours que nous allons poursuivre le lendemain. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans le vécu pratique. Alors, quelles sont ces autres infections qu'on peut avoir? C'est par exemple les candidoses. Les candidoses, ce sont des infections qui sont provoquées généralement par Candida albicans. Candida albicans, c'est un germe que nous avons dans le tube digestif. Il est fréquent en nous, nous l'avons dans la bouche. Les petits bébés qui sont en néonate, les prématurés, vous avez de la langue qui devient blanchâtre et lorsque vous grattez, ça ne part pas facilement. C'est un signe de candidose, ce qu'on appelle aussi muguet, le muguet. Ça signifie c'est blanc, ce sont des champignons qui poussent sur la langue et même aussi dans les joues. Vous prenez la baisse-langue, vous essayez de gratter, ça ne part pas. Quand c'est du lait, quand vous grattez, ça part. Ça, c'est un signe qui vous permet de différencier cela. Ce qui est dans la bouche, là, est aussi dans les voies basses, dans la voie vaginale. Et la petite fille qui présente une candidose, c'est la petite fille de 3 ans, 4 ans, qui a des petites pertes des sécrétions et qui se gratte souvent au niveau vulvaire. Il faut le savoir, il faut le considérer. On néglige souvent ça. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est ces petites filles-là qui se grattent. Et parfois, elle va mettre un objet, quelque chose justement pour lutter contre le prurit. Elle peut mettre un morceau de tissu dans la voie vaginale elle pense que comme ça va moins gratter. Ça va encore empirer la chose, justement. Ça signifie un corps étranger qui va être responsable aussi de l'infection urinaire. Donc, la vaginite, un candidat qui provoque un prurite, etc., peut être aussi responsable justement à la longue d'une infection urinaire. Pourquoi? Parce que ça la chatouille, donc pour elle, aller faire pipi, elle va retenir les urines. Or, la stagnation des urines dans la vessie est un facteur qui favorise justement la pullulation des microbes. Et c'est pour cela qu'il faut y penser à la candidose vaginale ou même vulvaire. Ce sont des sécrétions généralement blanchâtres, parfois c'est un peu brunâtre. Et lorsque vous prenez ces sécrétions, vous les envoyez au laboratoire, on voit au laboratoire, un bon biologiste va vous dire, j'ai vu des spores de Candida albicans qui sont typiques, qu'il peut identifier, mais souvent aussi, il va dire, j'ai vu aussi des mycéliums. Donc, il a vu aussi des, euh, des queues, quoi, si vous voulez, de Candida albicans. Candida, c'est une levure, en fait, voilà, c'est une levure. Et parfois, lorsqu'elle est en train de faire la sporulation, on peut voir ça au microscope. Alors, j'ouvre une autre parenthèse. Je ne sais pas si en Bujumaï c'est pareil, mais ici à Kinshasa, lorsque vous faites un examen des selles, on vous répond tout le temps présence de levure, on vous met même 2, 3 croix, etc. Quel sens est-ce que ça a, présence de levure dans les selles?
nous savons très bien que lorsque nous mangeons le pain, nous mangeons du pain, pas comme les Juifs qui ont quitté le désert, qui ont quitté l'Égypte en mangeant le pain sans levure. Mais nous mangeons du pain avec des levures. On a le Saccharomyces qui est dans le pain. Et en plus, Candida lui-même, comme je vous ai dit, s'il est dans la bouche, ça signifie qu'il va descendre, il va se retrouver aussi dans les selles. Et donc, mettre tout le temps 2 croix de levure, bombarder les patients avec des antimycotiques, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelles sont les levures qui donnent des diarrhées? Citez-les-moi. Moi, c'est pour ça, quand moi j'ai fait le tour de ça, je dis aux internes en disant, allez poser aux biologistes quelle signification ça donne la présence de levure. On bombarde avec des médicaments, nystatine et tout, etc. 3 semaines après, vous faites l'examen des selles, on trouve encore des levures. Et la maman, elle s'est dit, mais ouais, bon, ces levures qui ne finissent pas, etc. Je dis, maman, allez à la maison, dormez en paix. Voilà. Le traitement, en général, c'est des antimycosiques, hein, c'est le miconazole, le clotrimazole, la nystatine aussi, fluconazole et tout, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Ah oui, vous pouvez le donner en péros, mais si elle a une vaginite vaginale, vous pouvez mettre aussi de la pommade, du Dactara vaginal, hein, cela existe. Hein. Chez les grandes filles, il y a aussi des ovules de Dactara que vous pouvez mettre, des ovules dans la voie vaginale, que ça permet donc de traiter la vaginose. C'est important ce petit chapitre. Si vous examinez bien vos petites filles, vous allez vous trouver pas mal de cas aussi. Mais il faut demander à la maman, elle vous dira, ah oui, oui, sur ces langes, je vois qu'il y a des petites pertes. Ben, c'est de la candidose vaginale. Il faut aussi savoir traiter cela. Alors, autre chose, c'est le Trichomonas vaginalis. Moi, je vois toujours dans les selles, justement, on dit, voilà, on a trouvé le Trichomonas hominis ou parfois on trouve le Trichomonas vaginalis. Oui, c'est vrai que ce sont des infections. Eh ben, c'est la même chose. Ce qui va se passer, c'est que parfois, c'est asymptomatique. Il y a des personnes qui ont dans les voies vaginales, qui ont donc des parasites. Le Trichomonas, c'est un parasite, d'ailleurs, on le voit, il bouge très rapidement, c'est un flagellé. Ou bien encore, parfois, c'est des écoulements purulents et on a une dysurie, ça signifie on a envie de se gratter, on a le prurit, etc. Vous savez, chez les adultes, c'est pas gai parce que ça peut provoquer des accouchements prématurés chez les femmes enceintes. Ici, le traitement, c'est le métronidazole. Le diagnostic, à la microscopie, on voit ce flagellé qui bouge. On voit vraiment cette bête-là qui bouge dans les sécrétions que vous avez récoltées. Donc, le Trichomonas vaginalis, on le trouve souvent, c'est vrai, chez les adultes, mais il ne faut pas oublier qu'on peut le retrouver aussi chez les petits-enfants. Voilà, nous allons nous arrêter ici donc, et j'espère que le son est bon et que les images aussi étaient claires, et nous poursuivrons dans une prochaine séance, toujours avec le cours de néphrologie pédiatrique. Voilà, il faut remercier la technique, les prouesses de Monsieur Eric, notre informaticien webmaster, qui nous permet justement de vous assister à distance afin que vous ne puissiez pas perdre vos heures de cours. Je peux donc arrêter ici, Eric. On va arrêter le partage. Il devra me dire si je peux arrêter l'écran.